Bonjour et bienvenue à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo toute particulière pour moi car c'est l'occasion, ce début de mois d'octobre, de replonger dans mon passé afin de venir vous y offrir un témoignage, le témoignage de ma danse avec le cancer du sein. Vous voyez, j'ai marqué ma danse avec le cancer du sein, bien plus pertinent que ma lutte contre la maladie. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi cette différence entre ma danse avec est très importante, parce qu'il y a danser avec et il y a lutter contre. Voilà. Alors il y a quelques années de cela, j'ai traversé donc cette aventure, je dirais, et j'ai envie aujourd'hui de vous la retranscrire en passant au travers les 8 étapes que l'on traverse lorsque l'on vit un deuil. Alors quand je dis deuil, c'est deuil au sens large, parce que finalement, le deuil d'un être cher, oui, mais pourquoi pas aussi le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'une situation professionnelle, le deuil d'un objet, le deuil d'un lieu, et aussi, et c'est surtout l'objet de cette vidéo, le deuil de la féminité, le deuil d'un sein, des seins. Voilà. Alors, tout commence et tout a commencé pour moi il y a quelques années lorsque, en sortant de la douche, je me mets de la crème et à cet endroit-là, j'ai senti une boule un peu particulière, en tout cas pas habituelle, et ça m'a poussée très rapidement à appeler ma gynécologue. Gynécologue qui a pris ça très au sérieux et m'a prescrit, sans même me voir, une visite dans un centre d'imagerie pour faire une échographie mammaire et une mammographie. Et bien, suite à ces 2 rendez-vous consécutifs, échographie mammaire et mammographie, on est venu me proposer une microbiopsie. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai bien fait de consulter parce que qui dit microbiopsie dit que cette boule a passé l'épreuve de l'échographie mammaire et de la mammographie. Donc il y a quelque chose probablement d'un peu plus sérieux que simplement une petite grosseur. Voilà. Mais bon, je suis rentrée chez moi et puis voilà, sans trop y penser, c'était juste là. Mais 2 jours après, le téléphone sonne et là, je n'entends pas ce que l'on me dit. Je ne comprends pas qui est au bout du fil et que cette personne est-elle en train de m'annoncer. C'était ma gynécologue qui était en train de m'annoncer évidemment la mauvaise nouvelle. J'étais atteinte d'un carcinome. Et j'ai mis du temps à réaliser ce que c'était ma gynécologue et ce qu'elle m'annonçait. C'était un choc. C'est effectivement cette première étape des 8 étapes de deuil. Ça commence par un choc. Et là, l'appel téléphonique m'a plongé dans cet état de choc. C'est quelque part un état de sidération. Le ciel nous tombe sur la tête. Et alors, cette annonce brutale-là nous plonge dans un état de sidération. On est abasourdi. Et alors, on n'est plus là. On est coupé quelque part même des émotions. Et cette réaction-là, elle est très importante parce qu'elle permet quelque part de supporter l'insupportable, ce ciel qui nous tombe sur les épaules. Alors là, je vous parle encore une fois de mon expérience, c'est-à-dire l'épreuve du cancer du sein, mais ça peut être pour d'autres personnes, on l'a vu, le deuil d'un être cher, d'un animal et autres. Mais il y a à un moment donné, cette première étape, c'est le choc qui nous coupe temporairement des émotions et ça permet de mettre de la distance, une distanciation soudaine de cette soudaine information et qui permet de supporter l'insupportable. Mais très progressivement et rapidement, on glisse dans la 2e étape, l'étape du déni. En effet, après cette période de choc arrive le moment où il faut l'annoncer. Je raccroche le téléphone et là, il fallait bien l'annoncer. L'annoncer à qui? Eh bien, la première personne à qui je me devais de l'annoncer, c'était mon mari, qui était non loin de là. Je vais le voir, un peu toujours pas connecté à la réalité, toujours ailleurs, toujours zombie. Et je m'approche de lui et je lui dis, toujours dans cet état de choc, je viens d'avoir ma gynécologue au téléphone, elle vient de me dire que j'ai un carcinome. Et là, je le plonge à mon tour dans un état de sidération.
À mon tour, je le fais rentrer malgré moi dans un état de choc. Et alors là, j'endosse malgré moi aussi le rôle de sauveur où je lui dis non mais ça va aller, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut. Et ça, c'est quoi? Si ce n'est finalement du déni. Effectivement, c'est la seconde étape de ce déroulement, le déni, ce moment où on sait que l'on a quelque chose de grave mais qu'on ne l'accepte pas, ce moment où on l'annonce aux autres de manière assez cool, je dirais, et c'est le retour des autres, c'est ce que l'on voit dans le regard des autres qui va quelque part à un moment donné nous connecter à la réalité. Comme si une nouvelle réalité allait s'installer au travers le retour des autres, le regard des autres. Et là, on entend ici ou là, ou on lit ici ou là. Le cancer, c'est quand ça sert. Le cancer, c'est quand ça sert. La maladie, quand quelque chose a du mal à être dit. La maladie, maladire. La tumeur, quand tu meurs. Et là, quelque chose de nouveau s'installe. C'est que ça n'est plus nouménal, ça n'est plus de l'ordre du monde des idées, un carcinome, quelque chose d'impalpable, un son, un bruit comme ça l'était au début. Ah, pas du tout, ça devient quelque chose de phénoménologique au contraire, et même quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Comment ça, quelque chose que j'avais du mal à dire? Quoi? Qu'est-ce que j'avais du mal à dire? Et qu'est-ce qui me serrait? Un cancer, c'est quand ça sert, mais qu'est-ce qui me sert? C'est quoi? Une nouvelle réalité s'installe et alors, quelque part, les autres vous font un retour de ce que vous êtes censé vivre. Les autres vous font un retour de ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui fait qu'aujourd'hui, tu meurs. Et que y a quelque chose qui sert et il y a quelque chose que tu as du mal à dire. Et là, ça fait glisser dans la troisième étape de ce processus, c'est la colère. La revendication. Là, pour le coup, j'étais vraiment pas d'accord avec ça, avec ce que je lisais. Ok, le cancer du sein peut parfois être lié au stress, et on sait que le stress est délétère parce qu'il active le système nerveux autonome sympathique. Et on sait que plus on stresse et plus on use le système cardiovasculaire et plus on use de toute façon le corps de manière générale. Ok, mais là, on rentrait dans quelque chose de trop intime. On me renvoyait quelque chose qui me dérangeait. Et alors j'étais en colère, vraiment en colère. J'étais alors très très en colère parce que je n'avais à ce moment-là que 34 ans. Et je me demandais pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors je me sentais trahie par mon corps qui avait laissé entrer cet envahisseur sans foi ni loi à l'intérieur de moi, sans rien faire. J'étais en colère contre la vie, j'étais en colère contre l'injustice et je me suis mise à avoir peur. Et la peur est un mécanisme tout à fait naturel. C'est la quatrième étape, c'est la peur de l'inconnu. Que va-t-il se passer ensuite? Alors, quatrième étape, la peur de l'inconnu. On rencontre des gens plus que l'entourage, puisque l'entourage, on a déjà passé l'épreuve de l'annonce, et là, on rencontre d'autres personnes à qui on le dit ou pas, mais quand on le dit, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Voilà, j'ai un cancer, et voilà, sans trop savoir quoi dire. Et on cherche à comprendre quand même, c'est le moment où on a peur de l'inconnu, ce qui va se passer ensuite, et en même temps on aimerait bien comprendre et rentrer plus dans le qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'une cellule, etc. Et j'ai lu un livre très intéressant de David Kayat, « Vous n'aurez plus jamais peur du cancer ». Alors évidemment ce titre, pour ceux qui me connaissent, savent très bien que dans ce titre il y a « Vous n'aurez plus jamais peur du cancer », on entend peur, donc évidemment c'est pas très rassurant, mais c'est pas du tout le propos de cette vidéo, puisque c'est un excellent livre que je conseillerais à toutes les personnes qui traversent cette expérience, cette épreuve, ou bien encore une fois cette danse là.
lire ce livre parce qu'il fait comprendre que le cancer, c'est la maladie de la cellule qui cesse de fonctionner normalement. Mais quel est le rôle de la cellule? Eh bien, elle contribue au bon fonctionnement de l'organisme. C'est ça son job à la cellule. Et bien là, lorsqu'il y a cancer, c'est qu'elle cesse de fonctionner normalement. C'est comme si elle devenait un peu, comme si elle se dévergondait. Le cancer, c'est quoi? C'est une cellule voyou, finalement, hein, qui se multiplie de manière anarchique, comme une sorte d'envahisseur barbare, sans foi ni loi. Voilà, c'est ça ce que va expliquer avec d'autres mots différemment le livre de David Kayat. C'est que c'est vraiment la maladie de la cellule. Et il insiste un petit peu sur cette notion de stress. Il dit que le stress perturbe le bon fonctionnement de l'organisme. Évidemment, pourquoi? Parce que si le stress perturbe le bon fonctionnement de l'organisme et donc de la cellule, il lui fait produire en excès des radicaux libres. Et on sait que la production en excès de radicaux libres, c'est vraiment pas bon. Alors, le fait de lire ce livre m'a donné envie d'aller plus en profondeur dans cette notion de stress. Et ça a été quelque chose de difficile pour moi qui m'a très rapidement plongé dans la 5e étape, c'est la perte de sens. Parce que vous le savez pour ceux qui me connaissent et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous le dis, le stress fait partie de mes spécialités avec la gestion de la douleur chronique. Et c'est pour ça que il y avait vraiment chez moi l'étape suivante, la perte de sens, elle a été très importante parce que comment moi, enseignante en PNL et en hypnose, j'ai pu laisser cet envahisseur barbare sans foi ni loi rentrer à l'intérieur de moi quand des livres comme celui du docteur Kayat disent à mi-mot qu'il y a un lien quand même assez important entre cancer du sein et stress. Ce n'est pas la théorie qui est la plus partagée. En tout cas, cette théorie existe. Il y a un lien entre cancer du sein et stress. Or, le stress et la gestion de la douleur chronique sont mes spécialités. Vous voyez, il y a là quelque chose de très dérangeant pour moi. Alors, qu'est-ce que le stress? Eh bien, le stress, on l'a vu, en tout cas là, dans ce cas de figure-là, le stress va perturber, on a vu le bon fonctionnement de la cellule qui produit en excès des radicaux libres, d'accord? Mais le stress, en fin de compte, eh bien, c'est l'activation du système nerveux autonome sympathique qui va produire du cortisol et cette production de cortisol stimule l'action de l'adrénaline et de la noradrénaline qui prépare le corps à une réponse de combat ou de fuite. Voilà. Et cette réponse-là est un petit peu comme un combustible qui nous permet d'être plus fort, plus rapide, plus alerte. C'était très pratique lorsque nous étions à l'époque des chasseurs-cueilleurs où nous étions à la fois proie et prédateur. Donc très facile à ce moment-là d'aller soit s'abriter dans un abri sous roche ou bien combattre l'animal féroce, etc. Mais aujourd'hui, ce type de réponse-là, évidemment, il a permis à nos ancêtres de survivre, mais aujourd'hui, on n'est moins, on n'est pas plus, mais on est moins face à cette urgence-là, vous voyez, où on est face à un danger qui nous oblige à être rapidement plus fort, plus rapide, plus alerte. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un stress chronique, justement, qui produit un stress oxydatif. Et ça plonge justement la personne sujette au stress chronique dans des douleurs chroniques. Et donc justement, exactement ce que j'enseignais au moment où j'ai été happée par ce cancer du sein. Et donc il y a un lien étroit entre, selon certaines études et celles
auquel j'adhérais, auquel j'adhère encore aujourd'hui, il y a un lien, une corrélation entre le cancer du sein et le stress. Et entre le cancer, de manière générale, entre la maladie et le stress. Et là, moi, du coup, j'avais perdu du sens. Étais-je trop stressée à ce moment-là sans le savoir? Est-ce que j'avais la tête dans le guidon tellement que je ne me rendais pas compte que j'étais dans un stress et que ce stress, finalement, m'avait plongée dans une forme de trop serré, hein, cancer, quand ça serre, trop serré, des choses que je n'arrivais pas à dire, et alors là, la perte de sens. Donc l'étape 4, hein, la peur de l'inconnu, qui nous amène progressivement dans une sorte de dépression, clairement, liée à une perte de sens. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, je n'avais plus envie d'enseigner quoi que ce soit parce que je ne me sentais plus cohérente. Cette 5e étape-là a été pour moi très difficile. Je pourrais dire pas facile, mais là, pour le coup, ça a été très difficile. Vraiment une dépression liée à une perte de sens. Pour la première fois de ma vie, j'ai été contrainte et forcée de lâcher prise. Mais c'est ce fameux lâcher prise dont on est obligé parce qu'on n'a pas le choix. Et il me fallait accepter ce lâcher prise. C'est l'étape numéro 6, c'est-à-dire accepter finalement de vivre ce que j'enseignais en cours. Accepter de devenir mon propre cobaye et de m'appliquer ce que je transmettais. Alors, j'ai décidé à ce moment-là d'adhérer à la situation. D'aller avec la vie, d'aller avec ce cancer du sein, c'est-à-dire me rendre disponible à ce que cette cellule-là voulait me dire. Mais qu'est-ce qu'elle voulait me dire, cette cellule? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Elle voulait me dire, fais la paix. Mais fais la paix avec qui? Avec toi, cellule? Non, c'était pas ça. Faire la paix avec soi-même. Parce que dans guérir, il y a guerre. Mais faire la guerre à qui? Eh bien à cette cellule barbare. Mais pour faire la guerre à cette cellule barbare, ça supposait faire la paix. Et il a fallu que je fasse la paix avec moi-même. C'était ça le message de cette cellule, de ce barbare sans foi ni loi. Voilà. Alors ça a été l'occasion finalement de rentrer à l'intérieur de moi et de rentrer en contact avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, de faire la paix. C'est la 7e étape de ces 8 étapes-là. 6e étape, accepter, de laisser advenir ce qui doit advenir, faire la guerre. Mais faire la guerre suppose avant d'avoir fait la paix avec soi, pour faire la guerre contre la cellule barbare, contre cet envahisseur sans foi ni loi. Voilà, c'était ça la grande leçon. C'était faire la paix avec soi. L'occasion d'apprendre à m'aimer, l'occasion de voir la vie un peu différemment et peut-être ce que j'étais en train de traverser comme une opportunité de modifier mon existence, de faire autrement. Vous connaissez peut-être la chanson de Vanessa Paradis, il y a un refrain que j'aime beaucoup. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, et parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Eh bien voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi pas vivre autre chose? Pourquoi pas vivre différemment? Pourquoi pas, en faisant la paix, rentrer dans les profondeurs de moi, rentrer en contact avec cet enfant intérieur, celui qui n'avait peut-être pas digéré certaines choses, cet enfant intérieur qui était en quête d'écoute. Alors je lui ai fait de la place et je l'ai invité à digérer certaines choses. D'ailleurs, Erickson parle souvent de processus et il dit l'essentiel de ta vie est régi par des processus inconscients. Eh bien, la digestion en est un de processus. C'est-à-dire qu'il y avait la nécessité de laisser la digestion se faire parce que c'est un petit peu comme si j'avais été malade de quelque chose qui n'avait pas été digéré. Donc redonner la parole à cet enfant intérieur qui cherchait à me dire quelque chose. Fais la guerre
Mais ne te fais pas la guerre à toi, ne fais pas la guerre au cancer, ne fais pas la guerre à la vie, ne perçois pas cela comme une trahison, mais fais la guerre à la cellule si tu veux, mais surtout fais la paix avec toi. Fais la paix avec toi pour pouvoir rentrer en guerre avec tout ce que tu veux, mais fais la paix avec toi. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est mon témoignage, hein, je vous parle de ce que j'ai vécu. Et c'est alors à ce moment-là que j'ai décidé de faire la place à l'incertitude, à l'aléatoire de la vie. Quitter cette posture un petit peu dichotomique du oui ou non, du c'est blanc, c'est noir, c'est tout ou rien. Là, je ne suis pas malade ou guérie. On ne peut pas se fixer comme objectif de toute façon, en thérapie brève, de résoudre totalement et définitivement un problème. Voilà, je devais rentrer dans les nuances de la vie. Parce que la vie, c'est quoi finalement? C'est un perpétuel mouvement de haut et de bas, de haut et de bas. Voilà. Et je devais quitter cette attitude dichotomique de c'est oui, c'est non. Je suis malade, je veux guérir. Alors, oui, bien sûr que je voulais guérir, mais finalement, ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est qu'il était beaucoup plus intéressant de rentrer dans les nuances que la vie propose. La vie nous met à disposition beaucoup de nuances parce qu'elle est elle-même nuance. C'est un perpétuel mouvement de haut et de bas. Il était beaucoup plus intéressant de rentrer dans le mouvement de la vie et de danser avec le cancer, d'aller plus ou moins bien et d'aller avec cette expérience-là. Cette expérience m'a permis de comprendre qu'il était pour moi nécessaire d'aller avec la vie. Cette expérience m'a permis aussi de faire la paix avec moi, de laisser la place à cet enfant intérieur qui me disait des choses que je n'entendais pas. Et on sait que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et à ce moment-là, je me suis mise à comprendre toute cette notion de cancer, quand ça sert, de maladie, quelque chose qu'on a du mal à dire, etc. C'est à ce moment-là, en laissant place à mon enfant intérieur, que j'ai réalisé tout cela, toutes ces choses desquelles j'étais coupée. Mais nous avons tous un enfant intérieur. Que l'on vive la traversée du cancer ou non, il n'est pas nécessaire d'en arriver là pour laisser la place à l'enfant intérieur, celui qui a des choses à nous dire, celui qui parfois n'a pas digéré certaines choses, qui semblent anodines à l'adulte que nous sommes aujourd'hui, et qui pourtant sont très importantes pour cet enfant-là à l'intérieur de nous. Alors, à ce moment-là, je me suis mise à faire de la place et à voir les choses différemment, et à rentrer dans une autre façon de relationner avec moi-même et avec les autres. Vraiment une étape très agréable à vivre. Alors bien sûr, cette 8e étape, le fait de retrouver du sens, va être propre à chacun, à chacune. Pour ma part, j'avais à un moment donné perdu du sens lorsque je ne me sentais plus légitime pour enseigner. Je ne voulais plus parler de la gestion du stress, de la gestion de la douleur chronique, parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme si je n'avais pas moi-même réussi à traverser cela alors que c'était ce que j'enseignais. Et au final, à la fin de cette danse avec le cancer, j'ai retrouvé du sens parce que je me suis trouvée finalement plus légitime encore. Le fait d'avoir traversé cela, d'avoir dansé avec la maladie m'a permis d'en comprendre les rouages, les processus, le processus profond de cela, de rencontrer la cellule barbare, d'avoir un dialogue avec elle, une meilleure compréhension, une rencontre avec mon enfant intérieur, une paix, toutes ces choses-là qui n'auraient pas eu lieu si je n'avais pas eu la possibilité, je ne vais pas parler de chance évidemment, mais la possibilité de traverser cette épreuve. Parce que ça reste quand même malgré tout, même si je parle de cela comme d'une danse, ça reste une épreuve. Donc cette 8e étape, ce retour au sens, de retrouver du sens, va être propre évidemment à chacun. En tout cas, ce sur quoi j'avais envie de terminer, c'est lorsque vous avez un traitement, que ce soit la radiothérapie, la chimiothérapie, il est nécessaire de se programmer positivement. Moi, lorsque j'étais en séance de radiothérapie, en aucun cas je me disais ça brûle, ma peau pèle, ça fait mal, etc. Parce que vous savez que votre cerveau
ne comprend pas la négation. Bon, dit de manière plus juste, l'hémisphère droit entend mais ne comprend pas la négation parce qu'il se fait une représentation mentale avec les mots entendus. Donc lorsque l'on se dit j'ai mal ou non c'est bon ça ne me fait pas mal, on entend mal dans un cas ou dans l'autre. En séance de radiothérapie par exemple, ce que je faisais, c'est que lorsque j'étais installée, je m'imaginais en train d'être confortablement installée quelque part au soleil et de sentir la caresse du soleil sur ma peau, d'apprécier sa chaleur enveloppante. Et je me disais, je prends des couleurs, c'est agréable de prendre des couleurs. Voilà, c'était quelque chose de très différent que de me suggérer que j'avais mal. Et ces suggestions positives, finalement, c'était quelque part de la visualisation mentale, la visualisation mentale m'a permis de traverser la radiothérapie de manière très sereine et de ne pas avoir les brûlures que j'aurais pu développer si j'avais eu cette attitude justement de lutte contre. Ça va faire mal, je veux pas que ça brûle, je veux pas peler, etc. Brûler, peler, c'est ce que le cerveau retient. Donc là, en radiothérapie par exemple, on s'imagine confortablement installé sur un transat, de prendre un bon bain de soleil, de prendre des couleurs, ce genre de choses. Le cerveau enregistre cela différemment et il y a un encodage très différent qui se fait. Donc la programmation positive est vraiment très 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 importante. Souvenez-vous que le cerveau se fait des représentations mentales, c'est-à-dire des images avec ce que vous vous suggérez vous, c'est-à-dire ce que vous vous dites vous. Et donc se dire je vais de mieux en mieux, quelle que soit la gravité de ce que vous traversez, quelle que soit l'épreuve, il est bon, après toutes les étapes dont on a parlé, que l'on se doit de traverser, ensuite d'aller vers un processus de progressivité, d'aller de mieux en mieux et surtout cherchez les bonnes personnes, entourez-vous d'ondes positives et de personnes qui vous font du bien. Pour ma part, vraiment, les personnes qui m'ont fait le plus grand bien ont été évidemment mon mari, qui a été présent au jour le jour, vraiment très... évidemment, très présent. Et puis, évidemment, ma maman. Comment cela pourrait-il en être autrement? Pardon. Mais donc mes parents, ma maman, mon frère, ma belle-sœur et ma meilleure amie aussi. Voilà, c'est vraiment les personnes qui ont été très, très présentes pour moi. Je voudrais aussi souligner la présence de certains stagiaires de France PNL, France Hypnose Formation, qui au travers qui au travers de WhatsApp, de Messenger, de messages, d'appels téléphoniques, ce genre de choses, ont été très présents. Je pense à des personnes comme Anna Isabelle, Myriam, ou bien... voilà, j'ai plein de prénoms qui se bousculent dans ma tête, mais c'est l'émotion, je crois, qui fait que ça bug un peu. Voilà, bon, il est important donc de bien s'entourer. Ces personnes-là vous donnent de bonnes ondes positives. Voilà, en tout cas, il est vraiment important de think positive, de penser positivement, de penser positivement. Et prenez soin de vous. Faites que cette vidéo soit virale, mais dans le bon sens, c'est qu'elle soit positivement contagieuse pour laisser ce témoignage-là inspirer d'autres femmes et permettre l'éveil de conscience, que chacune des femmes puisse faire ce qu'il faut pour prendre cette cellule à temps, arrêter sa multiplication anarchique au bon moment. Et pour ça, la balle est dans votre camp. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve pour une vidéo... je dirais non pas plus joyeuse, mais sur un thème un peu plus simple pour moi à travailler un peu plus tard. Merci.